Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Mons pour cette nouvelle soirée du cycle Technologie. Alors on est très heureux ce soir parce qu'on accueille un ami et collègue qui est Thierry Dutoit. Alors Thierry est professeur à la faculté Polytechnique. Il est aussi le président de l'Institut Numédiar. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Numédiar, c'est l'institut au sein de l'UMONS qui gère tout ce qui est développement de la technologie pour tout ce qui est artistique. Donc c'est ce qu'on appelle les arts numériques. Alors Thierry va nous parler ce soir de la réalité augmentée sans lunettes. Comme vous le savez, dans ce cycle technologie, on aime bien à la fois parler des nouvelles technologies, mais puis aussi de tout ce qui, de l'impact aussi sur la société. Donc on pense que tout ce qui est réalité augmentée, ça va vraiment pas mal se développer dans les années qui viennent et il y aura pas mal d'impact sur notre vie au quotidien. Donc on a demandé à Thierry de faire le point sur ce beau sujet. Voilà Thierry, tu es ici chez toi évidemment. Bienvenue et bonne soirée à toutes et à tous. Merci Francesco. On m'entend? Oui, on m'entend. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette petite causerie sur la réalité augmentée sans lunettes. J'ai appelé ça projection, incrustation, holographie. Et bien sûr, je ne parlerai pas uniquement de ça, j'essaierai de repositionner la réalité augmentée dans un contexte plus large pour avoir un peu une idée globale de ce qui se cache là derrière. Alors je vous préviens tout de suite, je ne prétends pas être le plus grand orateur wallon dans le domaine des technologies augmentées. Par contre, j'ai la chance, comme l'a dit Francesco, de diriger un institut de recherche à l'université depuis une petite dizaine d'années. Et donc, simplement, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et donc, j'ai vu beaucoup d'expériences diverses. Et ce que j'ai décidé de faire dans cette conférence, c'est de vous en faire profiter. Donc, j'ai essayé de rechercher, parmi toutes les expériences que j'ai vues, parmi tous les gens que j'ai rencontrés, ce que je pouvais vous montrer et comment je pouvais vous le présenter. Et donc voilà, je vais d'une part vous brosser un tableau qui est assez en largeur, je ne rentrerai pas dans des détails absolus au niveau technologique, et d'autre part, comme je viens de le dire, j'essaierai peut-être d'ailleurs de vous pointer sur des acteurs wallons, parce qu'en fait, on se rendra compte au cours de cet exposé que toutes ces technologies que je vais expliquer, elles sont pas uniquement japonaises ou américaines, mais il y a des gens autour de nous qui les utilisent ou qui les conçoivent et qui font des choses très intéressantes avec. Et je vais commencer, avant de parler de réalité augmentée, et même avant de parler de réalité virtuelle, j'ai commencé par parler de réalité réelle, la vraie réalité, celle de vous et moi, maintenant, tout de suite, celle dans laquelle nous sommes plongés. Et cette vraie réalité, en fait, alors j'ai le droit, c'est 5 madames toutes nues sur l'écran, mais j'ai le droit, c'est une peinture. Vous constatez qu'au XIXe siècle, on ne s'embarrassait pas de beaucoup de scrupules pour dénuder les jolies femmes, parce que ça, c'est un tableau qui dépeint les 5 sens, en fait. Donc il y a à gauche le goût, ensuite l'ouïe, je vois pas très bien, la vue, l'odorat et le toucher, bien sûr, les 5 sens. C'est pas absolument nécessaire de les dénuder pour faire ça, mais voilà, c'est comme ça. Alors 5 sens, moi j'ai 52 ans, on m'a appris quand j'avais 6 ans qu'on avait 5 sens. C'est-à-dire que ça fait 46 ans, et il n'y a pas longtemps je me suis dit, en 46 ans quand même, on a peut-être un peu évolué, il y a peut-être des gens qui ont trouvé des choses qu'on ne connaissait pas il y a 46 ans. Et de fait, aujourd'hui, on ne parle plus de 5 sens. On continue de parler. Le commun des mortels parle de 5 sens, mais on sait très bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus que 5 sens. Par exemple, au-delà du toucher, du goût, de la vue, de l'odorat, etc., on trouve qu'il y a par exemple le sens de l'équilibre. On a dans l'oreille quelque chose, un liquide qui nous permet de percevoir si on est incliné ou penché, si on est en train de tomber, si on est debout, etc. Le sens de la température, bien sûr, vous approchez la main d'un radiateur, vous n'avez pas besoin de toucher le radiateur pour savoir que c'est chaud. Alors on pourrait dire que c'est le toucher, mais en fait, ce n'est pas vraiment les mêmes récepteurs que les récepteurs du toucher. Donc c'est quand même un sens particulier, le sens de la température. Alors la proprioception, ça c'est très important, et ça va être très très important ici en réalité virtuelle et augmentée. La proprioception, c'est la perception qu'on a de notre propre corps. C'est-à-dire que si je mets la main derrière le dos, je n'ai pas besoin de voir ma main, ou si je serre la main, je n'ai pas besoin de voir ma main pour savoir que je la serre. Je me sens moi-même, je ressens mon propre corps. Et puis le sens de la douleur, bien sûr, qui est un sens aussi assez particulier. Et il y en a d'autres, les spécialistes en trouvent encore d'autres. Alors, les sens, c'est très important pour cet exposé-ci parce que, en gros, les sens, ce sont des interfaces, ce sont nos moyens de mesure de ce qui se passe dans le monde réel. Nous sommes tous plongés dans ce monde réel et nous en mesurons des éléments, une partie de la réalité, à travers nos sens. Rien ne dit d'ailleurs que nous mesurons tous la même chose. On sait bien ça, ce que nous appelons tous rouge n'est peut-être pas la même chose pour moi que pour vous, mais on l'appelle rouge, voilà, parce qu'on a
des sens pour le faire. Et je viens de vous dire qu'on ne perçoit qu'une partie de cette réalité parce que nos yeux, par exemple, perçoivent la lumière visible. On ne perçoit pas les infrarouges ou les ultraviolets. Donc voilà, un animal ou un être qui percevrait la lumière infrarouge verrait des choses tout à fait différentes. Il y aurait sans doute une perception du monde qui serait différente. Alors ça, c'est très important. On se rend compte de l'importance de nos sens pour la captation du monde réel dans notre cerveau lorsqu'on regarde, lorsqu'on examine ce qui se passe chez des gens qui en sont privés. Et vous connaissez peut-être l'exemple célèbre d'Hélène Keller, qui était une Américaine qui a vécu surtout dans la première moitié du XXe siècle, et qui, à l'âge de 19 mois, a été privée à la fois de la vue et de l'ouïe. Ce qui est évidemment extrêmement délicat, parce que ce sont les deux sens par lesquels on perçoit le plus de choses dans le monde qui nous entoure. Notamment, ce sont les sens qui nous permettent de dialoguer. Le langage passe par là. Donc, Hélène Keller, à 19 mois, s'est trouvée dans un monde qu'elle ne pouvait percevoir que par les mains, pratiquement. Je veux dire, évidemment, il y a l'odorat et le goût, mais enfin, c'est quand même mineur pour percevoir le monde. Et alors, je ne sais pas si j'arriverai à lancer ça. Je pense qu'il faut que je regarde de ce côté-ci. Attendez, parce que là, c'est un peu compliqué. Hop. Est-ce que vous voyez apparaître ma souris? Où est-ce qu'elle est, ma souris? Elle est là, voilà. Alors, elle est là, voilà. Et donc, Hélène Keller, voilà, ça va aller. Hélène Keller a fini par communiquer avec les gens avec les mains. Et elle a pu percevoir le monde, elle a donc appris à parler, ce qui est quand même extrêmement fort pour quelqu'un qui est aveugle et sourd. Et elle a fait des études universitaires brillantes, et elle a écrit des bouquins, enfin c'est quelqu'un qui était très, très connu à l'époque. Voilà, donc quand on voit ça, on se dit, bon voilà, le monde que nous le percevons vraiment avec nos sens, et ces sens sont vraiment fondamentaux. À la fois pour la perception directe, là je vous vois, donc j'ai une expérience de ce que je suis en train de vivre, et puis pour toute la connaissance que j'ai accumulée dans mon existence, et qui m'a été fournie non pas par mon expérience personnelle, mais par les bouquins que j'ai lus et par les gens qui m'ont parlé. Il y a plein de choses que je sais et que je n'ai pas dû expérimenter parce qu'on me les a dites. Donc ça passe aussi par les sens. Alors c'est important de comprendre ça. Donc le lien que les sens font entre le monde réel et déjà un premier monde virtuel, qui est le monde de mon cerveau, donc mon monde intérieur, la façon dont je perçois le monde réel. C'est très important parce que, en gros, nous avons tous dans notre cerveau, donc nous avons emmagasiné notre propre vision du monde. Et cette vision du monde, en fait, elle prolonge en quelque sorte notre acquisition de connaissances. C'est-à-dire que, par exemple, il n'est pas nécessaire pour moi de pousser ce verre sur le bord de la table pour savoir qu'il va tomber. Je n'ai pas besoin de faire l'expérience, je le sais. Et si je le sais, c'est parce que dans mon cerveau, j'ai fait le scénario, j'ai créé ce monde virtuel dans mon cerveau qui a imaginé ce qui allait se passer. Donc, je suis capable déjà d'une certaine forme de réalité virtuelle. Je peux imaginer des choses. C'est d'ailleurs un des rôles des rêves. Hein. Les spécialistes des rêves pensent ça. C'est que dans nos rêves, nous examinons des scénarios. Nous entraînons notre cerveau. Nous faisons des expériences, en fait, dans nos rêves. Des expériences que nous ne pourrions peut-être pas faire dans la vie réelle. Et nous examinons comment nous réagirions à ces différentes expériences. Donc, ce monde virtuel que nous avons en nous permet de faire des expériences. Vous allez voir que c'est une idée très importante qui va revenir plus tard dans mon exposé. Alors là, j'ai mis une guitare parce que mon plus beau rêve, en fait, mon deuxième plus beau rêve, parce que le premier plus beau rêve, il est privé, je ne vous le dirai pas, mais mon deuxième plus beau rêve, c'est que j'ai rêvé un jour que je jouais de la guitare comme un dieu. Et moi, je suis musicien, j'ai toujours voulu jouer de la guitare. Et je m'en souviens encore, c'était il y a des années, et je me vois encore penser à une mélodie et être instantanément capable de l'exécuter sur la guitare. Et ça m'a donné beaucoup de joie. Ça m'a fait expérimenter quelque chose que malheureusement, je pense, je n'expérimenterai jamais, qui est le bonheur de pouvoir jouer de la guitare comme un dieu. Donc vous voyez, ce rêve m'a donné une expérience que je n'aurais pas. Ça, c'était donc nos expériences dans le monde réel, dans la réalité réelle. Alors, on va passer maintenant à la réalité virtuelle. Donc, dans un rêve, nos sens sont coupés. Notre corps nous déconnecte de nos sens. Vous parlez à quelqu'un qui dort, tant que vous ne parlez pas trop fort, ça ne va pas le réveiller, il n'entendra pas ce que vous lui dites. Vous touchez quelqu'un qui dort, tant que vous ne le touchez pas trop fort, il ne va pas se réveiller, il ne se souviendra pas que vous l'avez touché. Dans la réalité virtuelle, c'est tout à fait différent. On trompe nos sens. Donc, nos sens sont en éveil et on les trompe. On leur envoie des fausses informations pour leur faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Alors ça, c'est une vieille photo
C'est une photo qui est datée, évidemment. On voit bien par le look, le design de l'appareil que ce monsieur s'est mis sur la tête, qu'on est dans les années 50 à peu près. Hein. Et effectivement, dans les années 50, il y a déjà eu des gens qui ont commencé à imaginer des appareils un peu farfelus qui n'ont jamais marché. Hein. Ça ne marchait pas, ce truc-là, évidemment. Vous imaginez, ça serait su si dans les années 50, on avait eu déjà des lunettes de réalité virtuelle. Mais ce monsieur avait imaginé une lunette avec 2 écrans de télé qui renverraient des informations vers les yeux. Et en fait, la réalité virtuelle, quand on réfléchit un peu, c'est très vieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a commencé à faire un dessin sur un mur, il a commencé à créer une forme de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'il a créé une histoire, il a créé quelque chose dans lequel les gens pouvaient s'immerger simplement en regardant le dessin. Et là, je vous montre un dessin qu'on verra plus tard, un dessin des ambassadeurs. On est au XVIe siècle, on est à la Renaissance. Par parenthèse, vous voyez que ces gens sont largement vêtus, au contraire des précédentes. Là, il n'y a pas un gramme de peau qui dépasse. On voit juste les mains et le visage, et encore, ils ont des barbes. Hein. Et donc voilà, dès lors que quelqu'un s'est mis à peindre, il s'est placé dans une perspective de réalité virtuelle déjà. On est d'accord, aujourd'hui, on n'appelle plus ça de la réalité virtuelle, bien sûr. C'est un petit peu extrême ce que je dis, mais voilà, l'idée est là. Cette idée s'est poursuivie, bien sûr, quand on a inventé le cinéma. Et là, vous avez le premier film qui était projeté par les frères Lumière à Paris. On est à la fin du XIXe siècle. C'est l'arrivée du train en gare de La Ciotat. On rapporte que les gens qui ont vu ce film, donc les premiers spectateurs du monde, de l'histoire du monde, les premiers spectateurs du cinéma de l'histoire du monde, les gens sont sortis de la salle, tellement ils ont eu peur. Et c'est donc que cette forme de réalité, très virtuelle qu'est le cinéma, était devenue très réelle pour eux. Il a fallu un certain temps pour que les gens s'habituent à l'idée que les images du cinéma n'étaient pas des images réelles. Alors pour créer une sensation de réalisme dans la virtualité, c'est bien de donner une impression de 3D. Hein. Et bon, à l'époque, on n'avait pas encore inventé le cinéma 3D, donc les gens qui ont commencé à faire du dessin animé, par exemple, et dans le dessin animé, on a une référence fondamentale qui est Walt Disney. Walt Disney, en 1933, a inventé ce truc génial qui s'appelle la caméra multiplan. Et la caméra multiplan, c'est ce qui se trouve en haut à droite de l'écran. Donc on voit les effets ici. Hein. Donc vous avez plusieurs films plastiques qui défilent à des vitesses différentes les uns par rapport aux autres. Et quand on filme le tout, on a l'impression, je vais le repasser, si j'arrive à retrouver ma souris, c'est toujours un problème, où est-ce que je suis? Ouais, on a l'impression de voir une perspective, donc quelque chose qui se passe en 3D, alors qu'en fait ce ne sont que des plans qui défilent les uns par rapport aux autres. Voilà, ça utilise... En fait, en gros, comment est-ce qu'on peut percevoir la 3D? Il y a 3 façons de percevoir la 3D. Là, je vous vois en 3D pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la convergence de mes yeux. Donc, si je fixe quelqu'un, mes yeux convergent vers cette personne. Et cette information-là, elle est retransmise dans mon cerveau. Donc, je peux estimer la distance par la convergence de mes yeux. La deuxième chose que je fais, c'est que mon cristallin s'adapte. Donc, je focalise sur quelqu'un. L'information de focalisation est également transmise à mon cerveau et me donne une idée de la profondeur. Et la troisième chose que je peux faire, même si je ferme un œil, même avec un seul œil, je peux le faire, c'est il suffit que je bouge un tout petit peu la tête, d'un rien, et tout de suite, je vois des plans qui se déplacent les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle la parallaxe. Et cet effet de parallaxe, c'est entre autres ce qui nous permet de sentir la troisième dimension. Et donc, en 1933, Walt Disney invente l'utilisation de la parallaxe pour le cinéma et pour l'animation. Ce qui donne une sensation de réalisme ou virtuel, voilà, une sensation de réalisme supplémentaire. Mais on est d'accord, jusque-là, on n'appellera pas encore ça vraiment de la réalité virtuelle. En tout cas, aujourd'hui, on ne met pas ça en général dans l'histoire, avec un grand H, de la réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, on l'a fait plutôt dater des années 80. Là, vous avez le premier iPhone, mais un iPhone avec E, Y, E. En fait, le premier iPhone, c'était un appareil, c'est l'ancêtre de Skype, en fait. En 1980, personne n'ose imaginer, même dans ses rêves les plus fous, qu'un jour on va envoyer de la vidéo par Internet qui n'existe pas encore. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour pour créer une forme de téléprésence? Donc, les 2 personnes que vous voyez en face de vous, bien sûr, sont l'une en face de l'autre, mais en principe, on était censé pouvoir les écarter les unes des autres. C'était pour faire de la téléprésence. Et donc, elles ont chacune un casque qui leur retransmet non pas l'image de la personne en face, mais un avatar. Et cet avatar, il est mis en mouvement. Et entre autres, parmi les mouvements, il y a le mouvement d'une main qui est commandé par le gant de la personne. Donc,
c'est vraiment le degré zéro de la téléconférence. Et bien sûr, on envoie le son, le tout sur une ligne téléphonique, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Hein, on envoyait tout ça sur des lignes téléphoniques. Et voilà, ça c'est le tout début de la réalité virtuelle. Donc on peut percevoir de l'animation 2D à l'époque à travers un câble de télécommunication. Voilà. Et on peut être donc plus ou moins immergé dans une fausse réalité. Alors c'est devenu plus sérieux dans les années 2000, avec notamment des expériences comme celle-ci. Ça s'appelle un cave. C'est une projection vidéo sur plusieurs parois, et les projections sont déformées de manière à ce que vous ayez l'impression d'être effectivement dans un espace particulier. Et on voit peut-être pas très bien, mais c'est interactif, c'est-à-dire que le déplacement de la caméra est géré par la personne qui a sa main sur la table. Donc là, on est dans la réalité virtuelle, avec une certaine qualité de rendu, et on est aussi dans l'interaction. Bien. Alors aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est beaucoup plus sympa. C'est entre autres, alors il y a plein de systèmes qui permettent de rentrer dans la réalité virtuelle aujourd'hui. Ça va de 20 € à plusieurs milliers d'euros. Là, je vous ai mis une vidéo qui illustre un système particulier qui s'appelle HTC Vive. Si vous n'avez pas encore testé ça et que ça vous intéresse un tant soit peu, courez le tester parce que c'est tout simplement génial. On est tout à fait immergé dans un monde qui est virtuel. On a des moyens d'interaction étonnants. Le rendu n'est pas exceptionnel, n'est pas encore exceptionnel, mais il est quand même de grande qualité, et ça va de toute façon s'améliorer. Et ça permet de faire des choses vraiment très étonnantes. Moi, parmi toutes les applications qu'on voit passer, là, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle où on se retrouve face à la Terre. On est dans un espace où on voit le globe terrestre en face de soi, qui a des dimensions absolument considérables. Et puis en utilisant les manettes, on peut rentrer dans le globe terrestre et on peut rentrer dans Google Earth en fait, mais en vrai, en virtuel bien sûr, mais on a vraiment la sensation d'y être. Et quand on rentre dans une ville ou quand on gravit une montagne, on a vraiment la sensation de gravir cette montagne. C'est vraiment très très étonnant. Donc ce sont des systèmes qui sont disponibles aujourd'hui et qu'on peut tester. Il y a des, je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure, il y a des endroits en Belgique où on peut les tester, ça c'est vraiment sympa. Ça vaut totalement l'argent qu'on y dépense. C'est très impressionnant la réalité virtuelle, surtout quand on joue non seulement avec le sens de la vue ou de l'ouïe, parce que là on avait vu des gens qui avaient simplement un casque vidéo, on peut mettre un casque audio, et puis là vous allez voir, on joue avec la gravité, avec le sens de la gravité, le sens de l'équilibre. Ça donne des choses très très étonnantes. Alors, je peux vous mettre un peu le son. Ah, il n'y a pas de son. Je ne sais pas si quelqu'un peut régler le son un petit peu plus fort en haut là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Il n'y a pas beaucoup. Ah, il faut l'avoir vécu ça. On a beau savoir que c'est faux, les sens sont trompés, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur dans une expérience. Donc si ça vous intéresse, à ma connaissance, il y a sans doute d'autres endroits en Belgique, mais je ne les connais pas tous. À Louvain-la-Neuve, il y a un endroit qui s'appelle The Vex, et vous pouvez aller tester ça. Ça a ouvert il n'y a pas longtemps. Vous allez payer 10, 15, 20 €, et puis vous allez pouvoir tester toutes sortes d'applications en réalité virtuelle. C'est vraiment très intéressant. Alors, le top du top aujourd'hui, qui commence seulement à arriver, c'est ce qu'on appelle l'hyper-réalité virtuelle, c'est-à-dire la réalité virtuelle dans laquelle non seulement on trompe vos sens de la vue, de l'ouïe, de la gravité, mais on vous propose aussi de vous déplacer dans un espace qui est répliqué dans l'espace virtuel. Donc l'espace réel correspond à l'espace virtuel. Vous vous déplacez dans un labyrinthe qui correspond en fait à un labyrinthe virtuel dans lequel vous avez tout un monde. Ici sont les lapins d'Ubisoft. Voilà, bon. C'est souvent des jeux où on tire sur quelque chose. Alors ça commence à se développer. Alors en Belgique, à ma connaissance, il y a un centre qui vient de s'ouvrir qui s'appelle Terra Game Center. C'est à Gemep-sur-Sambre, c'est près de Namur.
Je ne suis pas allé. J'ai vu les vidéos sur Internet. Je n'ai pas osé vous montrer les vidéos. C'est très gore, il y a du sang partout. C'est pas le genre de truc que j'aime particulièrement, donc je vous ai plutôt montré les lapins d'Ubisoft, je trouve que c'est plus sympathique. Mais voilà, ça arrive, il y aura moyen de tester ça bientôt. Voilà, ça c'était un tour très très rapide pour positionner les choses, de la réalité réelle et de la réalité virtuelle. Et puis bien sûr, on arrive à la réalité augmentée. Et la réalité augmentée, pour beaucoup de gens, c'est ça. Là, c'est juste une personne, mais ça a saisi les foules. Hein. C'était Pokémon Go en 2016. Un Pokémon dans la rue, vous lui envoyez une petite balle, vous l'explosez et vous le capturez dans votre GSM. Et puis vous passez tout votre temps à aller échanger des Pokémon avec d'autres gens, etc. Enfin, il y a toute une folie qui s'est emparée de la planète là-dessus. Il y a eu d'ailleurs des accidents, parce que les gens ne font pas attention quand ils se déplacent. Il y a même des gens qui ont conduit avec leur téléphone pour aller plus vite pour trouver des Pokémon, c'est pas très mal. Donc voilà, c'est à ce moment-là que les gens ont compris ce que c'était que la réalité augmentée. En fait, la réalité augmentée, c'est comme la réalité virtuelle, ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait en réalité augmentée. Alors, je vous donne un autre exemple. Ça, c'est par exemple une société qui est implantée à Paris, qui s'appelle Augment, qui a été créée par un ancien étudiant de l'Université de Mons, et qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de l'utilisation de la réalité augmentée pour la vente. Donc, cette société développe des modèles 3D d'objets pour différentes marques, pour Ikea par exemple. Et les objets, vous pouvez, sur votre tablette, les faire apparaître dans votre salon et puis tester. Vous voyez, ce sont même des objets 3D qui sont animés. Vous pouvez avoir une idée de ce que ça va donner chez vous avant de l'acheter. C'est une société qui marche très bien, qui a le vent en poupe pour l'instant. Alors souvent, quand il y a une nouvelle technologie qui apparaît, les gens qui la poussent dans ces derniers retranchements, ce sont les artistes. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, dans l'Institut du Médiar que je dirige, on travaille beaucoup avec des artistes, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'idées, parfois des idées farfelues, mais parfois des idées vraiment intéressantes, et qui poussent quelque part les techniciens, les ingénieurs à faire des choses qu'on n'aurait probablement pas faites sans eux. Et ici, il y a un collectif, donc la compagnie Adrien M et Claire B, en France, qui a créé cette très jolie, alors malheureusement la vidéo saute un peu, cette très jolie réalité augmentée. Donc ça en fait vous le voyez à travers un écran, hein, comme on le voit à la gauche là. Vous devez avoir un écran pour voir ce qui se passe, mais c'est très très bien fait. Ouais, c'est très poétique, ça donne une jolie idée de ce que ça peut être que la réalité augmentée. Donc l'apparition d'objets virtuels sur du réel. Je vais juste les laisser une minute parce que c'est joli. Voilà. On peut aussi faire beaucoup d'autres choses en réalité augmentée. Alors, il y a des choses qui sont plus futiles, il y en a d'autres qui sont plus utiles. Par exemple, ici, vous voyez en haut à gauche, on essaie une montre sur son poignet. En bas à gauche, on traduit un texte, et ça c'est quand même quelque chose de beaucoup plus utile. En bas à droite, alors je vais essayer de l'activer aussi, il faut encore que je retrouve ma souris. Si vous voyez ma souris, vous me le dites. Hein. Ah, ça y est. Donc là, on a une forme de maquillage ou d'essayage, de test maquillage par réalité augmentée. Vous voyez, cette jeune fille se retrouve dans une espèce de salon où on lui propose différents produits de beauté et à chaque fois on lui donne une idée de ce que deviendra son visage si elle l'applique dessus. Alors il y a une société bruxelloise qui s'appelle MoodMe qui travaille sur ce genre d'application. La vidéo ne vient pas de chez eux, mais eux travaillent aussi sur ce genre de choses. Je n'ai pas trouvé de vidéo de MoodMe, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on fait en réalité augmentée. Et alors il y a une chose que vous n'avez peut-être pas compris tout de suite, mais qui est importante sur cette dernière vidéo, c'est que là, on n'a pas que de la réalité augmentée, on a en fait de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle. Parce que au moment où cette jeune fille a choisi une couleur de rouge à lèvres, la couleur ne s'est pas mise n'importe où, elle s'est mise sur ses lèvres. C'est donc que la caméra a été capable de détecter où se trouvaient les lèvres de cette jeune fille. Donc une forme d'analyse de visage qui est un début d'intelligence artificielle. Alors, le mariage entre
réalité augmentée et intelligence artificielle, il est à son apogée pour l'instant avec le casque HoloLens de Microsoft qui est sorti en 2016. Là, je vous en montre quelques photos et puis il y aura une vidéo juste après. Donc ce casque, en fait, il a un design peut-être un peu discutable, mais c'est un casque, il est assez lourd pour l'instant. Enfin, on sent bien que ça n'est pas l'objet final. Mais c'est un casque qui vous permet de voir la réalité réelle et de voir superposer à cette réalité réelle des objets que vous positionnez dans la réalité et qui, une fois que vous les avez positionnés, restent. Donc si je prends un verre artificiel et que à travers mon casque, je le dépose sur cette table, si je me déplace autour de la table, je vais continuer à voir mon verre où il est. Donc les objets restent aux endroits où on les dépose. Et puis l'intervention de l'intelligence artificielle dans le casque HoloLens de Microsoft, on va le voir un tout petit peu après, ça vient du fait que pour la première fois, on a un casque de réalité augmentée qui analyse l'endroit dans lequel il se trouve et qui en reconstruit la 3D et qui en comprend la 3D. Donc si on mettait un casque HoloLens de Microsoft ici, pendant les premières minutes de fonctionnement du casque, il scannerait la salle et il détecterait le plan incliné qui vient vers moi, et puis tous les sièges et tous les gradins, il détecterait les personnes, et il obtiendrait une espèce de plan 3D de tout ça. De sorte que, avec ce casque, si je reprends l'exemple de mon verre de tout à l'heure, si je prends un verre virtuel et que je le dépose en l'air, eh bien, le casque va faire tomber le verre sur la table, et puis le verre y restera. Donc on a vraiment un mélange entre la physique du monde réel et la virtualité du monde qui est créée par ce casque, simplement parce que le casque a compris, c'est très important, le casque a compris le monde réel dans lequel il s'insère. Alors, il y a des gens qui l'utilisent, par exemple, à Tournai. Donc, c'est une petite société qui s'est créée et qui s'est fixée pour objectif d'implanter des vérandas. Et donc, leur système permet à un utilisateur de choisir, on le voit ici de manière un petit peu synthétique, on choisit une véranda, on spécifie la taille de la véranda sur l'espace, dans l'espace dans lequel on est. Alors ici, c'est fait à l'intérieur d'un bâtiment, normalement, ça doit bien sûr être à l'extérieur. Et puis la véranda s'installe, et une fois qu'elle est installée, on peut rentrer dans la véranda et on peut voir ce qui va se passer. On peut avoir une idée de la vue qu'on aura de l'intérieur de sa véranda. Donc pour faire ça, encore une fois, il est nécessaire que le casque ait compris la géométrie de l'endroit dans lequel il s'insère. Alors ça, c'est fait tout près de chez nous. Ce sont des gens de Tournai, donc ça a été fait avec l'aide du Microsoft Innovation Center ici à Mons. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse maintenant. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai parlé de réalité réelle et de réalité. Je vous ai dit voilà, que nous construisions à travers nos sens une vision du monde réel. C'était notre monde intérieur, notre monde intelligible, qui n'est pas le monde sensible dans lequel nous sommes. Notre monde intelligible est une forme de monde virtuel, et ça nous aide à faire des expériences, sans devoir les faire en vrai. Alors, figurez-vous qu'on a exactement le même problème aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Ceci n'est pas un exposé sur l'intelligence artificielle, je pourrais en faire un une autre fois, mais ce n'est pas le moment et puis on n'a pas le temps. Mais en intelligence artificielle, on a exactement le même problème, c'est-à-dire que les robots, les machines qu'on est en train d'entraîner à faire des tâches de plus en plus complexes, ces machines, on a besoin de leur faire des expériences. Et il y a des moments où on ne peut pas le faire, simplement parce que c'est trop cher ou c'est trop dangereux. Par exemple, voilà un petit robot qui est en test à l'heure actuelle dans la baie de San Francisco. Ce petit robot, il transporte de la nourriture. C'est un livreur en fait, c'est un robot livreur, voilà, qui se déplace dans les rues. Alors, on lui dit où il doit aller, il a une forme de GPS, et puis voilà, il se déplace dans la rue, il livre sa nourriture. Alors on pourrait se dire, les ingénieurs qui ont conçu ce robot ont dû écrire l'algorithme ou décrire au robot comment il devait utiliser la carte pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Et en fait, pas du tout. Ce robot, il est bâti sur un principe d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que on l'a placé dans la rue et on l'a laissé se débrouiller. Alors vous imaginez un robot qu'on laisse dans la rue et qu'on laisse se débrouiller, ça va conduire à des catastrophes. Il va traverser n'importe où, ça va causer des accidents, il ne va pas voir les voitures, il va renverser des piétons, enfin bon là, c'est pas possible. Donc comment est-ce qu'on a fait pour entraîner ce robot ? En fait, on ne l'a pas entraîné dans un monde réel, on a entraîné son cerveau virtuel dans un monde virtuel. On a reproduit San Francisco, d'ailleurs peut-être même pas San Francisco, on a reproduit une ville sous forme virtuelle, on a placé ce robot dans la ville, on lui a demandé de se déplacer dans la ville,
Et le robot a commencé par décider tout seul de ses propres mouvements. Et puis il s'est rendu compte qu'à un moment donné, voilà, le mouvement que je viens de faire me conduit à rentrer dans un arbre. Le mouvement que je viens de faire me conduit à toucher une personne. Là, je viens de passer dans la rue et il y a une voiture qui vient de me rentrer dedans. Donc toutes ces expériences virtuelles, le robot a pu les faire, l'intelligence artificielle a pu les faire parce qu'on était dans un monde virtuel. Et donc ça, c'est une autre des grandes applications de la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et ça, on ne le voit pas beaucoup, hein, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, vous savez, les maîtres des mondes virtuels aujourd'hui, donc les gens qui, au niveau technologique, fournissent la capacité de calcul pour créer des mondes virtuels, ce sont des gens qui, il y a quelques années encore, fournissaient des cartes pour les PC, des cartes vidéo pour les PC de gamers, pour les jeux vidéo en fait. La société Nvidia, il y a quelques années, c'était la plus grande société au monde qui fournissait les meilleures cartes, les plus rapides pour les jeux vidéo dans les PC. Depuis 5 ans, Nvidia se définit non plus du tout comme ça, mais comme la société qui fournit des cartes qui permettent d'entraîner de l'intelligence artificielle. Donc il y a un saut énorme dans l'objectif de ces cartes de réalité virtuelle. Mais bon, voilà, c'est un autre exposé, peut-être une autre fois, on verra bien. Voilà, ça c'était la deuxième partie de ce que je voulais vous dire. On a parlé de réalité réelle, de réalité virtuelle. On va quand même parler de réalité augmentée, c'est quand même pour ça qu'on est venu. Alors la réalité augmentée, moi pardon, excusez-moi, on a commencé à parler de réalité augmentée, bien sûr, on vient d'en parler un petit peu, mais la réalité augmentée, en fait, c'est pas que ce qu'on vient de voir, parce que dans toutes les expériences que je viens de vous montrer auparavant, en gros, on est restreint par un système technologique, un appareil qui vous fait vivre cette expérience de manière isolée. Et il y a des moyens de vivre la réalité augmentée de manière collective, sociale. Et c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup à l'Institut Numédiaire parce qu'on travaille avec des artistes et les artistes ont pour objectif de faire vivre des expériences expressives, émotionnelles à un grand nombre de personnes. On s'intéresse rarement à une seule personne à la fois. Alors j'aime bien ce graphique qui vient d'un article scientifique en 2006 et qui montre les 3 grands types de réalité augmentée. En fait, la réalité augmentée, vous pouvez l'apercevoir tout à fait à gauche avec des appareils que vous tenez sur la tête, que vous portez sur la tête. Alors, on a parlé des casques, head-mounted devices, donc les casques. On n'a pas parlé des systèmes rétiniens, mais ça viendra. On aura un jour des lentilles de contact qui permettront de faire de la réalité augmentée. Ça viendra forcément un jour, mais il faut que ça soit encore beaucoup miniaturisé. On a parlé des systèmes, on a vu les téléphones et les tablettes qui permettent de voir en transparence. Et maintenant, on va aborder la 3e partie, qui est la réalité augmentée sans lunettes, c'est-à-dire la réalité augmentée spatiale, qui se passe soit à travers un grand écran, ou sur un grand écran, soit par de la projection sur un objet. Alors, je vais commencer par vous montrer des choses qui sont très low-tech. Parce que là aussi, vous allez voir, en réalité augmentée spatiale, ça existe depuis beaucoup plus longtemps qu'on l'imagine. Il y a des choses très low-tech qui fonctionnent. Par exemple, voilà une première chose. Ça s'appelle de l'anamorphose. L'anamorphose, c'est l'art de prendre un dessin plane, et de le regarder d'un certain angle, ce qui vous donne une illusion de 3D. Vous voyez, cette tasse, en fait, on va la revoir. Hein. Cette tasse, en fait, c'est une feuille de papier, hein, et c'est en fait la projection d'une tasse sur la feuille de papier. Et quand vous regardez cette feuille de papier d'une certaine manière, avec un certain angle, vous avez une impression de 3D. Donc ça existe depuis très longtemps. Alors on va revenir sur nos ambassadeurs de tout à l'heure, parce que je n'ai pas choisi cette peinture pour rien. Vous voyez, en bas de la peinture, il y a une chose très bizarre, qui a été imaginée en 1533. Et vous voyez à droite, quand vous regardez la peinture de côté, en fait, vous vous rendez compte que cette chose bizarre, c'est un crâne. Et donc c'est une des premières utilisations de l'anamorphose pour créer une forme de réalité augmentée. Ici, ce serait peut-être même une virtualité augmentée, c'est-à-dire qu'il y a un monde virtuel qui est le tableau, et puis il y a quelque chose que vous ne verrez que d'un certain angle et qui donc vous pousse à interagir avec le tableau. C'est déjà une forme de réalité augmentée. En creusant un peu, on se rend compte d'ailleurs que Leonardo da Vinci utilisait déjà ça juste un peu plus tôt. Donc l'anamorphose, c'est un principe simple qui permet de créer de la réalité augmentée. Et je suis très fier, je l'ai déjà fait une première fois il y a quelques mois, je suis très fier de pouvoir montrer dans un de mes exposés un dessin de mon beau-frère.
J'ai la chance d'avoir un beau-frère qui est artiste de rue et qui a passé toute sa vie à voyager le monde, à travers le monde, et à faire ce genre de dessin. Julian Beaver, c'est son nom. Là, on voit un de ses dessins à New York. Et vous voyez, ça, vu d'un certain angle, on voit effectivement une espèce d'escargot géant qui a l'air de menacer la personne qui est assise sur le banc. Mais bien sûr, c'est juste une projection d'un escargot sur le sol. Si ça vous intéresse, parce que là, je vous en montre un exemple, il a passé sa vie à faire ça. Si ça vous intéresse, allez voir sur Internet Julian Beaver. Il y a plein de photos et de vidéos qui sont disponibles. Il a d'ailleurs aussi écrit un bouquin qui est vraiment très, très, très joli. Alors, l'anamorphose, en fait, l'anamorphose, on en voit tous les jours de l'anamorphose. Quand on écrit sur la route stop, taxi, etc., et qu'on l'écrit de façon un petit peu plus longue que nécessaire pour que de votre voiture vous le perceviez correctement, c'est déjà de l'anamorphose. Mais même plus que ça, je veux dire, les bandes blanches et jaunes sur le côté, c'est de la réalité augmentée. On a augmenté la réalité pour vous faire comprendre quelque chose. Comment on appelle ça ? Les poteaux indicateurs, c'est de la réalité augmentée si on veut revenir au principe de base. Alors il y a des gens qui ont compris ça il n'y a pas longtemps, qui se sont dit tiens mais oui, les bandes blanches, c'est de la réalité augmentée. Alors pourquoi pas aller à fond alors ? Allons-y franchement et créons un passage pour piétons en réalité augmentée. Et alors là, on a créé un passage pour piétons en 3D, ce qui a pour effet de faire ralentir les conducteurs, bien sûr, parce que vous avez l'impression que vous allez passer sur quelque chose qui va heurter vos roues. Ça se passe près de chez nous, c'est dans le nord de la France. Et puis les artistes se sont aussi intéressés très tôt à cette idée d'anamorphose et de réalité augmentée. On voit aussi ici toutes sortes d'utilisations architecturales. On a quelques architectes dans la salle, je sais, je les connais. D'utilisation architecturale de l'anamorphose. Donc, vu d'où on a l'impression que c'est un dessin qu'on a dessiné sur une photo, mais non, c'est vraiment écrit, c'est vraiment dessiné, c'est vraiment peint sur les murs, de manière que, d'un certain angle de vue, vous ayez cette impression d'un dessin qui a été fait sur la 3D. Enfin, j'ai du mal à expliquer, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On le comprend un tout petit peu sur l'image qui est en bas à droite. On voit un carré noir sur de l'architecture et on se dit mais ce carré il a été peint, il a été dessiné par après. Et en fait non, en dessous on voit que le carré noir correspond à tout un dessin très compliqué de zones noires dans l'architecture en 3D. Donc l'anamorphose. Alors il y a même des gens qui ont poussé le vice jusqu'à mathématiser l'anamorphose, étudier les mathématiques de l'anamorphose. Et on a un collègue à l'université de Lille, c'est pas loin d'ici, Francesco Di Comite, qui a étudié tout ça et qui a donc créé des machines qui permettent des équations, des algorithmes qui permettent de créer des modèles 3D, on ne va pas dire des modèles, mais des objets 3D qui, lorsqu'on les réfléchit sur une surface complexe, comme par exemple ici une sphère, apparaissent comme un objet plus simple. Vous voyez cette espèce de, donc tout en haut à droite, l'espèce de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, moi, cette espèce d'aile de mouche en plastique qui, lorsqu'on la regarde à travers la sphère, se transforme en étoile. En bas, on voit une chose très bizarre, une porte déformée qui, lorsqu'on la regarde dans une sphère, apparaît comme une porte ouverte. Ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Hein, mais parfois, il y a des choses qui ne servent à rien et qui débouchent sur des applications commerciales très très intéressantes. Et je suis bien placé pour le dire parce que j'ai rencontré pas mal d'artistes et ça nous a souvent pas mal ouvert les yeux. Alors il y a un exemple, l'exemple suivant, je ne peux pas vous le montrer parce que ça me fait rire tout simplement. Bien que je ne suis pas certain qu'on doive le classer exactement dans la réalité augmentée, mais enfin bon, on va se permettre ça. Je trouve ça trop génial. Ce brave petit alligator qui vous regarde avec un air de chien battu là. Et en fait, quand on y regarde un peu plus près, cette réalité très augmentée, en fait, elle est idiote, c'est juste du carton. C'est juste du carton, voilà. Et ça a trompé vos sens d'une manière subtile parce que non seulement vous avez eu l'impression d'avoir un objet en 3D d'une manière qui n'est pas celle par laquelle il est construite, mais vous avez eu l'impression que l'objet est en mouvement. C'est merveilleux. Bien, ça c'était de l'anamorphose, donc low-tech, ultra low-tech. Alors on va passer au cinéma augmenté, c'est la deuxième version de ma réalité augmentée sans lunettes. Le cinéma augmenté, par exemple, c'est ça. Voilà. Il y a une projection vidéo sur une vitrine d'un grand magasin, et puis vous vous rendez compte que quand vous passez devant, en fait, la vitrine réagit en fonction de votre position par rapport à la vitrine. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a deux actions. Il y a la première, bien sûr, qui est le déroulé de la vidéo, et puis il y a aussi le
le mouvement, on voit un tout petit peu le mouvement des murs, là, hein, qui correspond en fait à un changement de perspective. C'est-à-dire que la personne qui est en face de la fenêtre, lorsqu'elle se déplace dans la fenêtre, si vraiment cette fenêtre correspond à un espace 3D, cette personne qui est devant la fenêtre doit avoir un changement de perspective. Il y a une forme de parallaxe qui doit jouer. Sinon, vous avez l'impression que vous avez une image qui est projetée. Quand vous vous déplacez sur la fenêtre, les murs doivent bouger un peu. Sinon, vous avez l'impression que c'est simplement une image. On le voit là, on le voit mieux là, hein, le mouvement des murs. Donc c'est du cinéma interactif. Et donc c'est une réalité augmentée. Alors on a joué avec ça, nous, à Lumons. On a travaillé avec un artiste d'ailleurs, un artiste de la région, Patrick Jean. Attendez, je vais juste l'arrêter. Il faut que j'arrive à... Je sais plus où c'est moi. Je vais peut-être juste l'arrêter. On reprendra. Donc on a travaillé avec un artiste de la région, Patrick Jean, qui est venu nous trouver un jour et qui voulait, dans le cadre d'un spectacle, il voulait que les spectateurs, en sortant du spectacle, puissent voir l'envers du décor à travers une fenêtre, mais une fausse fenêtre. Donc l'idée, c'était d'avoir un écran, qui est ici un écran de télévision, en fait, un écran d'ordinateur, un grand écran d'ordinateur. Et puis, on voulait donner l'illusion aux passants, aux visiteurs, que cet écran d'ordinateur, c'était en fait une fenêtre vers un monde qui se trouverait derrière la fenêtre. Et vous savez comme moi que quand il y a un monde derrière la fenêtre, c'est le même principe que ce que je viens d'expliquer avant. Quand vous vous déplacez, vous voyez des portions du monde qui sont différentes. Là, si j'ai une fenêtre en face de moi, si je me déplace, je ne vais pas voir la même chose. Donc, on a reproduit ce phénomène-là, cette illusion-là, dans cette fenêtre virtuelle, enfin, cette fenêtre augmentée. Je vais essayer de retrouver ma souris. Elle n'a pas bougé. Elle a bougé. Voilà. Vous voyez, la vidéo n'est pas excellente. On va voir que lorsque la... Ah oui, forcément, ça ne marche pas bien, ça. Attendez, hop. Ouais. Du coup, ça me rate mon effet pour le suivant. Attendez, on va revenir en arrière. Voilà. Comme ça, on parle. On va voir un peu que quand la caméra se déplace à gauche et à droite, on ne voit pas la même chose, en fait. Vous voyez, la caméra est à droite, on voit plus ce qui se passe à gauche. La caméra va se déplacer à gauche, on va mieux voir ce qui se passe à droite. La caméra est en dessous, on voit le plafond. La caméra se lève, on voit le sol. Voilà. Alors, ça c'est assez surprenant. On ne voit pas ça souvent, parce qu'en fait, c'est très facile de faire ça avec un monde virtuel, avec du virtuel, avec de la 3D virtuelle, qui est complètement construite par l'ordinateur. On fait ça sans problème. Là, c'est du monde réel. Vous voyez des vrais gens dans un vrai environnement. Donc, comment est-ce qu'on a pu recréer, ou donner l'illusion qu'on recréait ce monde en 3D et qui était vu de façon différente à travers une fenêtre? Eh bien, on a utilisé le même truc que Walt Disney, en fait. On a créé des plans vidéo, et ces plans vidéo, on les déplace les uns par rapport aux autres lorsqu'on déplace sa tête par rapport à la fenêtre. Donc on a réutilisé la parallaxe, en fait, l'effet de parallaxe, pour créer une illusion de 3D. Et ça marchait vraiment très très bien. Bon, alors, voilà, vous avez déjà vu l'image suivante. On a en Belgique, à Liège, une société, une PME, ils sont une trentaine de personnes, qui est active dans le monde entier au niveau du sport, pour faire de la réalité augmentée sur écran, pour faire ça, voilà. La détection de la ligne de hors-jeu, l'analyse des phases de jeu des joueurs. On voit ça de façon routinière aujourd'hui, mais évidemment, il y a des gens qui sont derrière ça, il y a des technologies. Et à Liège, on a des spécialistes de ce genre d'augmentation. Je vais juste boire un coup. Bon, alors, est-ce que je dois vraiment vous montrer l'image suivante? C'est notre Madame Météo nationale. Ça aussi, c'est routinier, on voit ça tous les jours. C'est presque pas de la réalité augmentée, c'est presque plutôt de la virtualité augmentée. Il y a plus de virtuel là-dedans que de réel. Caroline de Sogne est dans un studio Green Key, qu'on verra juste après. Et ça se passe chez nous, à Marcinelle, en dessous des studios du Puy, là où on fait Gaston Lagaffe. Hein, juste en dessous, il y a deux sociétés. Une société qui s'appelle Dreamwall et qui fait du dessin animé en 3D, ceux qui font le petit Spirou, le petit Léonard. Ils ont toute une... Dreamwall, c'est DreamWorks Wallon, ça a été voulu comme ça. DreamWorks Wallon, ça fait Dreamwall. Donc c'est là. Et juste à côté, il y a une extension de cette société, une filiale qui s'appelle Keywall, et qui, pour plein de télévisions, gère ce genre d'effets. Alors je vous avais dit, voilà ça c'est Caroline Dawson dans son studio Green Key. On voit d'ailleurs sur la photo, juste à gauche de Caroline Dawson, je sais pas ce que vous voyez là, mais une espèce de petit appareil tout vert
qui correspond en fait à cette drôle de chose sur laquelle elle pose la main de temps en temps pour faire changer les images qui sont derrière. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'elle a à aller appuyer quelque part dans l'écran ? Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se trouve ? En fait, c'est juste un petit interrupteur qui était peint en vert pour ne pas qu'on le voit dans la réalité virtuelle. Bon, voilà, tout ça, on connaît bien. Alors, l'exemple suivant, vous ne le connaissez pas, et ça aussi, si vous avez l'occasion de le voir un jour, il faut sauter sur l'occasion. C'est une PME de la région de Louvain-la-Neuve qui s'appelle Skemi, Lionel Lawson, que je connais bien, qui a lancé cette activité il y a quelques années. Et lui, il augmente les cinémas. Et l'idée, c'est que à l'entracte, ou avant le film, ou après le film, il vous invite à jouer avec l'écran. Alors on va voir donc les spectateurs qui s'installent. Et voilà, le jeu a commencé. Alors voilà comment ça se passe. Et en fait, vous voyez à l'écran, toute la salle se voit à l'écran. La salle est divisée en deux groupes, en deux équipes. Et il y a des bananes, des pommes, des poires qui tombent. Et vous devez bouger les bras. Et vous voyez vos bras à l'écran. Et quand votre bras à l'écran touche une banane, vous comprenez que vous avez touché la banane et la banane explose. Pour une fois, c'est pas un jeu avec des armes et des pistolets dans tous les sens. Très, très, très chouette expérience. Tous les gens qui ont testé ça ont adoré. Le seul, entre guillemets, inconvénient de cette expérience, c'est qu'elle coûte cher. Il faut installer ça dans le cinéma et les gens ne paieront pas plus. Donc, c'est le cinéma qui doit payer ça. Donc, au niveau du business plan, c'est un peu compliqué. Mais l'idée est géniale. Et en tout cas, les gens qui ont expérimenté ça ont vraiment adoré. Moi, je l'ai fait, ça. On a fait ça dans mon labo. On a divisé le labo. On est 30. On a divisé le labo en deux groupes de 15. Et pendant 5 minutes, le labo est devenu complètement fou, quoi. Les gens étaient en train de bouger les bras pour attraper des bananes. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Donc, je parlais d'écran interactif. Alors, je vais quitter cette deuxième partie. Donc, on a parlé d'anamorphose, on a parlé d'écran interactif. Je vais maintenant passer à un troisième type de réalité augmentée qui elle aussi est assez ancienne, mais qui a été remise au goût du jour. C'est ce qu'on appelle les projections holographiques. Alors, parfois on appelle ça des hologrammes, mais c'est un petit peu faux. Ce ne sont pas de vrais hologrammes. Les projections holographiques, ça a été inventé au XIXe siècle. Ça s'appelle l'effet Pepper Ghost, du nom de John Henry Pepper, qui était l'ingénieur qui l'a utilisé pour la première fois, bien qu'en fait ça a été imaginé bien avant. Je crois que ça existe depuis le XVIe siècle. L'idée, c'est quoi ? C'est vous placez une vitre à 45 degrés sur une scène, vous éclairez en dessous de la scène un objet ou un personnage, et la lumière de cet objet se réfléchit sur la vitre, et donc par réflexion, elle se réfléchit vers les spectateurs. Et les spectateurs qui ne savent pas ou qui ne voient pas qu'il y a une vitre à 45 degrés imaginent que le ghost, donc le fantôme qui est en dessous de la scène, en fait se trouve sur la scène. Alors l'impression de réalisme de la projection holographique, c'est toujours la même idée, c'est la parallaxe. Quand vous voyez une projection holographique, vous n'avez pas l'impression d'avoir un écran de cinéma en face de vous. Vous avez l'impression d'avoir quelque chose, quelque part sur la scène, et vous voyez très bien que quand vous bougez un peu la tête, cette chose se trouve quelque part qui n'est pas ni à l'avant ni à l'arrière de la scène, mais parmi les acteurs. Donc on a vraiment une impression très étonnante de réalisme. Chez moi, la configuration des vitres est telle que lorsque je regarde d'une certaine manière ma pelouse, j'ai l'impression d'y voir les vaches de mon voisin. Parce que c'est comme ça. Les vaches de mon voisin sont éclairées par le soleil, il y a un 45 degrés quelque part, et je vois à travers ma vitre les vaches de mon voisin dans ma pelouse. C'est la même chose, c'est la même idée. J'ai mon épouse qui rigole là parce que c'est du vécu. Hein. Alors, bon, les projections holographiques, c'est très vieux, mais ça a été remis au goût du jour, et vous avez sûrement entendu parler pour l'élection présidentielle de 2017 de Jean-Luc Mélenchon en hologramme. C'était la même idée en fait. Hein. Donc là, on a un faux Jean-Luc Mélenchon. C'est son hologramme. Et vous voyez, on a quand même cette impression étonnante de réalisme. Hein. Donc là, on a le vrai. Je crois qu'on a le vrai là. Je sais plus. On va voir à un moment donné le passage du vrai au faux. Et maintenant, à Paris. À Paris, hop, voilà, pouf, voilà Jean-Luc Mélenchon qui apparaît à Paris, choup, et le voilà en hologramme. Et les gens sont déplacés pour voir Jean-Luc Mélenchon en hologramme. Alors qu'ils auraient pu le voir sur Internet. Bon. Si ce n'est qu'évidemment, quand on se déplace, il y a le côté social du déplacement. Vous êtes avec des gens, vous partagez une expérience, même si cette expérience, elle est virtuelle.
Alors les Japonais ont fait encore bien plus fort. En 2007, mais les Japonais ont une culture un peu particulière, hein. En 2007, ils ont inventé la première chanteuse virtuelle. Vous avez peut-être déjà vu ça. Hatsune Miku est une chanteuse qui n'existe pas. Alors là, du coup, ça vaut le coup que je remette le son. On peut un petit peu. On a entreaperçu la vitre. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un moment donné. Cette chanteuse se trouve virtuellement, holographiquement parmi ces musiciens, qui sont quand même de vrais musiciens, qui jouent vraiment. Et non seulement elle n'existe pas, mais sa voix est une voix de synthèse. En fait, c'est une méga publicité pour Yamaha. Yamaha a développé en 2005-2006 un logiciel qui s'appelle Vocaloid, qui permet de créer des voix chantées de synthèse. Et donc, sous forme de pub, ils ont réalisé cet avatar. Et ce qui est dingue, c'est qu'au Japon, non seulement les gens se déplacent pour aller la voir, comme on le ferait nous, par curiosité, mais il y a des fan clubs de Hatsune Miku. Il y a des gens qui achètent les CD. C'est quand même surréaliste. Et ça pose des questions étonnantes, hein. Des questions, voilà, des questions très existentielles. Pourquoi est-ce que les gens se déplacent pour voir un spectacle ? Alors, il y a bien sûr, comme pour Jean-Luc Mélenchon, il y a le côté social. Alors, vous venez à un spectacle parce que vous venez avec des amis, etc. Mais alors j'étais récemment j'ai co-organisé récemment un concert ici à Mons, à Arsenic. À la fin du concert, j'ai parlé aux gens et je leur ai posé une question. J'aurais dit, mais et si à la place du pianiste qu'on vient de voir, il y avait eu un robot, vous auriez applaudi ? Et j'ai entendu une espèce de gros brouhaha de réprobation dans la salle. Les gens disaient, non, bien sûr qu'on n'aurait pas applaudi. Pourquoi est-ce qu'on irait pas applaudir un robot ? Ça n'a aucun intérêt. Et de fait, moi je pense, comme vous, j'imagine que quand on va voir un spectacle, ce qui nous intéresse, au-delà de la beauté de l'œuvre, c'est l'humanité de la personne qui l'exécute. C'est-à-dire que moi je ne suis pas capable de jouer du piano comme le gars que j'ai fait venir à Mons. Mais en le voyant jouer du piano, je me dis, moi en tant qu'être humain, je partage ça avec lui. Je suis un être humain comme lui et j'ai cette potentialité, même si je ne sais pas l'activer, j'ai cette potentialité d'être un artiste et de faire de jolies choses. Et ça n'existe pas du tout quand on a affaire à un robot. D'ailleurs, pour faire un parallèle, au niveau des échecs par exemple, hein, donc on sait depuis 2006 ou 2007 que les ordinateurs battent les humains aux échecs. C'est un fait, c'est comme ça. Donc si c'était en 2006, vous imaginez aujourd'hui. Mais on n'organise pas de tournoi d'échecs entre des humains et des ordinateurs, ou entre des ordinateurs et des ordinateurs. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt en fait. Ça n'intéresse personne. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il faut être japonais pour aimer ce genre de trucs-là. Alors, des écrans. Donc là, on est avec un écran semi-transparent. On voit quelque chose qui est projeté, qui est réfléchi. Des écrans semi-transparents, il y en a d'autres. Alors ça, par exemple, c'est un truc qui a été montré au CES aux États-Unis en 2016. Il y a plusieurs marques qui font ça, hein, donc là c'était LG. En fait, c'est un écran de télévision, sauf que l'écran de télévision, il est transparent. Donc il y a des choses qui apparaissent sur cet écran, mais vous pouvez par contre voir aussi ce qui se trouve derrière. Donc là, il y a par exemple des bijoux, et puis vous avez une espèce d'animation qui est électronique, hein, donc c'est le même principe qu'un écran d'ordinateur. Bon, ça permet de faire une forme de réalité augmentée pour un plus grand nombre que juste une personne avec son petit téléphone. Alors en Belgique, on n'a pas ça. Donc en Belgique, on n'est pas des constructeurs d'écran. Par contre, en Belgique, on a un centre de recherche. On a le centre de recherche mondial d'AGC, qui est un des leaders du verre. Ce centre de recherche se trouve à Gosselies. Il y a beaucoup de choses à Charleroi, en fait, hein, visiblement, dans le domaine. À Gosselies, là, vous avez donc des vitres en face de vous, des vitres qui sont transparentes, c'est le principe d'une vitre, mais qui sont également réfléchissantes quand on projette dessus. Donc ce sont des vitres qui peuvent servir. Regardez, à travers la vitre, on voit très bien le sapin, mais on voit très bien le bonhomme aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des projecteurs au-dessus de la vitre. Alors, les projecteurs sont sur le bâtiment. Hein. Et lorsque ces vitres sont traitées, donc il y a ce qu'on appelle une lentille Fresnel dessus, elles sont traitées pour que lorsqu'on les attaque avec une lumière projetée d'un certain angle, eh bien, elles réfléchissent la lumière. Et donc ça crée cette espèce de drôle. En fait, ça remplace un écran. On n'a pas plus besoin d'écran avec une vitre comme celle-là. Donc ça, c'est un produit de AGC Research à Gosselies. Voilà. C'était une partie, un petit aparté sur les écrans, l'holographie, les écrans semi-transparents. Et puis je vais terminer mon exposé avec quelques exemples d'un
la dernière technologie qui est sans doute la plus connue pour créer des performances augmentées ou de la réalité augmentée pour un grand nombre de personnes, c'est ce qu'on appelle le mapping 3D. Le mapping 3D, c'est apparu il y a presque 10 ans maintenant, hein, on en voit de plus en plus. À Gand, tous les ans, il y a un festival de mapping. J'espère que vous étiez là en 2015 dans la cour du Carré des Arts, lorsque Dirty Monitor de Charleroi, toujours, est venu faire une proposition sur son spectacle Chloé. C'était une projection sur les quatre façades. C'était magique. Je pense qu'on ne verra plus jamais ça. Je vous laisse regarder quelques instants. Là, on peut mettre du son. On verra plus jamais ça parce qu'en fait c'est très cher. Donc il faut savoir que pour ce spectacle, il y avait 24 projecteurs qui étaient répartis dans la cour du Carré des Arts. Et les projecteurs qu'on utilise pour ce genre de spectacle, ce ne sont pas les projecteurs qu'on a, c'est pas le genre de projecteurs qu'on a là, ce sont des projecteurs très très haute puissance qui coûtent de l'ordre de 100 000 € pièce. Donc vous imaginez 24 projecteurs, 100 000 € pièce, ça fait 2,5 millions de matériel qui sont installés pour juste un quart d'heure de performance. C'est un peu cher de la performance. Heureusement, bien sûr, on les loue. Hein, donc Dirty Monitor ne possède pas ce matériel et le loue. Mais voilà, bon, c'était une expérience assez exceptionnelle. Dirty Monitor est connu dans le monde entier pour faire ça. Ils sont beaucoup plus connus à l'extérieur de chez nous que chez nous. Ils font ce genre de truc-là, ils le font partout. Et c'est une toute petite équipe, c'est une PME de 5 personnes. Incroyable. Alors, le mapping 3D interactif, donc les artistes s'en servent beaucoup. Le mapping 3D, pardon, ça c'était du mapping 3D. On va passer au mapping 3D interactif. Donc là, il y a un jeu entre les acteurs et le mapping. C'est toujours la compagnie Adrien M et Claire B qui font beaucoup de choses intéressantes à ce niveau-là. Donc je vous laisse regarder un peu. C'est du mapping 3D interactif. Alors l'interaction dans ce cas-là n'est pas une interaction directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capteur sur les danseurs. Par contre, en régie, il y a quelqu'un qui regarde la scène, qui a une tablette et qui déplace son doigt sur la tablette en suivant les mouvements des danseurs. Donc ça permet d'éviter de devoir placer des capteurs sur les danseurs, ce qui n'est pas très pratique. Alors à Mons, en 2014, on a, à l'échelle de l'université, ça veut dire une échelle plus modeste, on a réfléchi à un moyen de créer une installation de réalité augmentée. Alors on a eu des brainstorming, hein, comme on fait dans ces cas-là. On a commencé par imaginer un énorme écran face à l'université avec, comme Dirty Monitor, plein de projecteurs. Et puis on a regardé les prix, on a vite compris que ce ne serait pas possible. Et on a fini par retomber sur des choses beaucoup plus réalistes, mais tout aussi intéressantes. On a réalisé ce mapping 3D, qui est un mapping 3D de l'intérieur. Donc là, vous voyez 14 fenêtres à la rue de Houdin. 14 fenêtres, donc 14 projecteurs qui se trouvent derrière 14 fenêtres. Les étudiants, là, vous l'avez vu ça? Ouais. Alors, donc l'installation s'appelle City Light. Et on a donc travaillé avec des artistes qui ont créé des œuvres pour ce genre d'installation. La lumière et la matière sont incolores. Donc là, il y a 14 projecteurs qui sont synchronisés, qui projettent chacun un morceau d'une image et qui donnent l'impression malgré tout d'une projection complète. C'était très intéressant pour nous parce que là, du coup, on a mis des projecteurs normaux, on a mis des projecteurs à 1 000 €, quoi, pas des projecteurs à 100 000 €. C'est-à-dire le genre de projecteur qu'on a dans une université, en fait, on les a utilisés pour ça. Il y avait quand même 14 PC, le câblage, réseau, etc. Et puis surtout, pour nous, c'était intéressant parce que l'installation, elle est pérenne. Dans les installations de mapping 3D, en général, on installe, ça dure 2 jours et puis on désinstalle. Et c'est ça qui fait que ça coûte cher aussi, parce que installer plein de projecteurs,
c'est des projecteurs qui sont très lourds, ça s'installe sur des structures en métal, on paie les techniciens pour venir les installer, les désinstaller, etc. Ici, on a une structure qui est installée une fois pour toutes et sur laquelle, périodiquement, on envoie des vidéos tout au long de l'année. On a d'ailleurs travaillé aussi avec une société de la région qui s'appelle Dragon Slide, petite société aussi, ils sont 5, qui fait des jeux vidéo et qui a travaillé avec nous pour construire un jeu vidéo sur cette façade. Et malheureusement, je n'ai pas l'exemple ici, mais c'était un jeu vidéo où vous vous retrouviez face à la façade, donc face à la Polytech, rue de Hodin, et il y avait des monstres qui apparaissaient sur les écrans, et avec les mains, vous deviez tuer les monstres, et on pouvait jouer à 3 en même temps, on pouvait faire des équipes, c'était vraiment, vraiment pas mal. Alors, je vais terminer par une dernière expérience que je dois vous conseiller aussi, si vous ne l'avez pas encore vécu, et si vous vous intéressez un peu à ce genre de choses. Ça se passe à Dotigny, c'est près de Tournai. Ça s'appelle Battlecart. C'est un ancien de la fac aussi, un ancien de l'université, un ancien ingénieur de l'université qui a créé sa société. Et il a imaginé ce genre d'attraction qui est en fait un Mario Kart en vrai, un Mario Kart en réel virtuel augmenté. Vous êtes dans une vraie voiture, dans un vrai kart, vous vous déplacez sur un parcours qui est projeté sur le sol. Vous êtes relié par ordinateur à une centrale et vous envoyez des pièges et des flaques d'huile et tout ce qu'on trouve dans un jeu vidéo de type Mario Kart, vous l'envoyez en vrai sur la piste, enfin en vrai, par projection, on se comprend. C'est vraiment une très très chouette expérience. Donc ça se passe à Dotigny, ça coûte une quinzaine d'euros pour essayer, je crois, c'est vraiment pas mal. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, c'est l'occasion de... Pour une fois qu'on ne se tire pas dessus, c'est pas mal. Voilà. Bon, alors vous voyez, j'ai signalé ici en dessous plein de gens que je n'ai pas cités, que j'aurais pu citer, mais je n'ai pas voulu non plus vous surcharger d'exemples. Voulu vous surcharger d'exemples. Il y a WOM, qui est une petite société aussi de la région de Wavre qui fait des projections. B71, un collectif d'artistes qui s'intéresse aux projections. Manduni Martino, un chorégraphe qui utilise les projections dans ses spectacles. Alterface est une société de Louvain-la-Neuve qui installe alors ça s'appelle des dark rides dans les parcs d'attractions. Donc ce sont ces systèmes dans lesquels vous embarquez, de petites voiturettes dans lesquelles vous embarquez, puis vous vous déplacez sur tout un parcours dans un parc d'attractions. Il y a des obstacles qui apparaissent et vous devez tirer un peu partout pour tuer les méchants, etc. Bon. Eux installent tout ça et on travaille avec eux. Et puis on a aussi quand même dans la région, à la Louvière, notre Walt Disney à nous, c'est notre Walt Disney, on ne sait pas assez, ça, on n'en parle pas assez, on n'insiste pas assez, je trouve, sur ce qu'il représente pour nous, c'est Franco Dragon. Franco Dragon qui est comme Dirty Monitor, beaucoup plus connu à l'extérieur de la Belgique qu'à l'intérieur. Quand je parle de Franco Dragon à mes étudiants, ils me regardent avec des grands yeux. Franco Dragon, c'est qui? Franco Dragon, vous connaissez quand même? Bon, d'accord. Ok. Et donc voilà, il y a des gens comme ça autour de nous qui sont extrêmement créatifs et qui soit sont des artistes et qui donc créent des choses simplement pour nous émouvoir. Puis il y en a d'autres qui créent des choses pour faire des affaires et pour donner du travail aux gens, c'est important aussi. Voilà, ça termine mon exposé. J'espère que je vous ai appris des choses. J'ai essayé de vous balader un petit peu dans toutes ces choses-là, la réalité réelle, virtuelle, augmentée, spatiale. Alors je voudrais juste aussi terminer par ça, parce que je dois toujours remercier des gens. Il y a une partie des choses que je vous ai montrées aujourd'hui qui viennent d'autres personnes, notamment d'un projet de recherche qu'on a en ce moment avec l'UCL et avec la société Alterface précisément, et qui vise à utiliser de la réalité augmentée pour des parcs d'attractions. Voilà. Merci à vous. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis bien sûr prêt à y répondre. Mais je ne suis pas le spécialiste ultime en réalité augmentée, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, qui aurait des questions? D'abord, merci pour l'exposé, c'était vraiment intéressant. J'avais entendu parler à une époque qu'on envisageait de projeter des informations sur les pare-brises des voitures pour faire de la réalité augmentée ou des indications sur l'état de la voiture, un peu comme on fait sur les avions de chasse. Est-ce qu'on en parle encore de ce genre de choses? Sur le pare-brise de la voiture, oui. J'en ai entendu parler aussi, mais je ne l'ai pas vu. Par contre, on a discuté il n'y a pas tellement longtemps avec AGC, donc AGC, Gosli, un des leaders mondiaux du verre, qui possèdent ces technologies-là, effectivement, et qui cherchaient de bonnes raisons de l'utiliser, en fait.
Et plutôt que de chercher à afficher des informations sur le pare-brise, ils en étaient même arrivés à penser à l'idée de projeter sur les vitres latérales, c'est-à-dire en fait pour les habitants, pour les habitants, pour les occupants de la voiture, pour les enfants à l'arrière, quoi, des écrans de télévision entre guillemets, ou des écrans qui permettraient d'augmenter ce qu'on voit à l'extérieur. Oui. Bon. Donc mais ça n'a pas abouti pour l'instant. Une petite remarque, quand tu parlais de l'empathie qu'on pouvait développer pour des créatures virtuelles comme les Japonais le font apparemment, je me demandais si c'était si étonnant que ça, parce que j'avais vu des expériences où des gens finalement développent de l'empathie pour des robots, oui, genre des chiens robots ou des robots genre Pepper. Oui, alors ça, tout à fait. Moi, je n'y croyais pas, moi. Donc, jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, je n'y croyais pas. Je voyais passer des articles scientifiques de gens qui disaient, voilà, on développe des robots pour les personnes âgées, etc. Voilà. Parce que comme ça, les personnes âgées seront bien contentes d'avoir un robot chez elles l'aimeront bien, elles lui donneront... ça sera comme un compagnon. Et moi, je me disais, mais on est en train de tordre la technologie, de trouver de fausses excuses pour de la technologie. Et puis, je me suis retrouvé dans un labo à Grenoble où les gens testaient ça. Et j'ai été sidéré parce qu'effectivement, les gens développent une forme d'empathie pour une forme de vie qui n'est pas, enfin une forme de vie entre guillemets, qui n'est pas humaine, hein, qui est virtuelle. Et je dois dire que je l'ai ressenti d'autant mieux que lorsque je me suis acheté moi-même une tondeuse robot, j'ai senti un fort sentiment d'empathie. Je sens encore d'ailleurs tous les jours une forme d'amour pour cette tondeuse. Et quand elle est en panne, j'ai mal pour elle. Quelqu'un d'autre? Et donc, dans le cas de Mélenchon, c'est un paper ghost alors? Ah oui, oui. Mais donc, c'est tu filmes une personne et tu projettes sur la vitre et ça suffit? C'est vraiment, technologiquement, c'est très low-tech. Il faut que ça soit bien fait, hein. Donc il faut une grande vitre. Il faut que les éclairages soient bien pensés. Il faut évidemment que le fond soit plus ou moins noir, sinon on perçoit tout de suite le tour de la vitre. Mais une fois que c'est bien fait, oui, c'est juste de la projection en fait. C'est tout bête en fait, hein. Et encore une fois, il y a cette impression bizarre de présence parce qu'il y a la parallaxe qui joue. Il y a eu des choses un peu similaires, mais avec un processus un peu différent. Ils sont passés à Mons d'ailleurs il y a quelques années. C'est une compagnie de théâtre qui s'appelait Théâtre au Cinéma. C'est une compagnie chilienne. Peut-être des gens l'ont vu. C'était au Manège. Ils ont fait deux pièces de théâtre à 1 ou 2 années d'intervalle. Et c'est une compagnie qui c'est très étonnant à voir. Ils projettent, donc il y a un écran de rétroprojection à l'arrière de la salle, à l'arrière de la scène. Donc il y a un projecteur qui est derrière l'écran. Donc on ne voit pas le projecteur, on voit juste ce qui est projeté sur l'écran. Les acteurs sont devant l'écran. Et devant les acteurs, il y a encore un écran. Donc ça fait 2 écrans en fait. Il y a un écran derrière les acteurs, un écran devant les acteurs. L'écran derrière les acteurs, il est opaque. Enfin, opaque, on se comprend. On voit l'image qui est projetée dessus, mais on ne voit pas ce qui se passe derrière. L'écran qui est devant, c'est une tulle. Donc c'est un écran qui est vraiment très léger, mais suffisant pour retenir l'image quand on la projette. Et du coup, ces gens créent cette drôle d'illusion. Et ça aussi, s'ils repassent à Mons, il faut les voir. Hein. C'est qu'ils vous donnent l'impression que, par exemple, je me souviens, on voyait les acteurs qui étaient dans une voiture. L'arrière de la voiture et la route étaient projetés sur l'écran, et l'avant de la voiture était projeté sur le tulle. Et donc, on voyait ces gens qui faisaient semblant de conduire, et on se dit, et en plus, on joue avec la parallaxe, et on voit bien que l'avant de la voiture est devant les gens. On se dit, mais comment ils font ça? Et en fait, c'est vraiment 2 écrans les uns derrière les autres, dont l'un des 2 est semi-transparent. Ça donne toujours un effet, c'est un effet garanti, ce truc-là. Mais il faut savoir en jouer. Voilà. C'est comme c'est une forme, comment dire. Nous, on a beaucoup vécu ça. Hein. Donc, la technologie peut faire beaucoup de choses, mais si vous voulez créer de l'émotion, il faut pouvoir l'utiliser correctement. Et ça c'est un art. N'importe qui n'est pas capable de faire ça. Et certainement pas un ingénieur, en général. Ouais. Pardon. Hein. Il y a des gens qui sont doués, ceci dit. Mais voilà. Une autre question, un commentaire, n'hésitez pas. Oui. Tu nous as montré beaucoup de choses, beaucoup de jeux. Est-ce qu'il existe des choses, des programmes pour des chirurgiens, pour opérer Oui. Oui. Des choses utiles, quoi. Oui. Oui, alors, bien sûr. 2 choses.
Mais alors ça va peut-être heurter des gens, mais lorsque nous n'aurons plus de travail, lorsque l'intelligence artificielle aura remplacé la plupart de nos emplois, parce que ça risque de venir, on se retrouvera tous à devoir faire des choses qui ne seront plus de l'emploi mais du travail. Nous chercherons du travail qui ne sera plus du travail employé. Et peut-être qu'à ce moment-là, on trouvera tous tout à fait normal de faire des choses qui ne servent à rien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il ne faut pas tout de suite jeter ce qui ne sert à rien. Peut-être qu'un jour, ce qui ne sert à rien, on en aura bien besoin pour occuper les gens. Parce que moi, quand je joue de la guitare, ça ne sert à rien. Mais si on me donnait l'occasion de le faire, je passerais peut-être ma vie à jouer de la guitare. Je n'ai pas l'occasion de le faire, je dois travailler. Oui, je comprends ta question. Mais je répondais juste à la première objection qui était ça ne sert à rien. Alors, le jeu, ça ne sert pas à rien. Bon, première chose. D'ailleurs, moi, je m'occupe de technologie créative et donc de sociétés qui donnent du boulot à des gens. Et il y a des sociétés qui font du jeu vidéo. Dans le temps, quand on disait à nos étudiants, voilà, nous on travaille sur des jeux vidéo, les étudiants me disaient, bah, c'est sérieux ça, c'est vraiment, est-ce que c'est un travail d'ingénieur ça? Mais oui, il y a plein d'ingénieurs qui font des jeux vidéo, quoi. La technologie a beaucoup évolué là-dessus. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, l'intelligence artificielle est en train de construire là-dessus. Bon, ça c'était la première chose que je voulais dire. Puis je reviens sur le cœur de ta question qui est, est-ce que la réalité augmentée, ça sert à quelque chose d'utile? Oui, alors j'ai pas montré, parce que j'ai pas trouvé de vidéo en fait, j'ai pas trouvé d'exemple très... Malheureusement ces exemples-là, on les trouve pas facilement. Oui, j'ai vu des photos par exemple de projection d'organes du corps humain sur voilà, quelqu'un qui est étendu sur une table, un corps humain, peut-être quelqu'un qui est mort, et on projette sur son corps ces différents organes. Donc ça permet de ne pas devoir l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça permet de comprendre, ça peut être utile pour l'éducation, pour comprendre les choses, simplement. Tout à l'heure, alors j'ai passé trop rapidement dessus, voilà, c'est loin, attendez, c'est un petit peu loin, je vais y aller directement. Il y avait une image, mais je ne l'ai pas commentée, c'était ici, voilà, c'est celle-là. Ça ici, ça donne une idée d'une des applications potentiellement importantes de la réalité augmentée qui est la maintenance, c'est-à-dire que vous arrivez sur un objet qui est compliqué et à travers votre casque, vous avez automatiquement une explication de où vous devez réparer. C'est un petit peu évoqué ici, quoi. On peut... Ah oui, pardon, on ne le voit pas. On le voit là? Oui. Donc c'est ce qui se passe au-dessus, là, tout au-dessus. Il y a voilà, je ne sais pas, c'est un moteur ou je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, il y a un objet compliqué, il y a quelqu'un qui essaie de le réparer. Et avec le casque, l'ordinateur lui explique comment l'objet peut être démonté, avant de le faire. Donc ça peut servir à la maintenance. Vous ouvrez une voiture, il y a plein de fils partout. Quel est le fil que je dois débrancher? Quel est le fil que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Où passe l'électricité? Quel est le fil qui s'occupe de tel et tel truc? Ça peut vous être expliqué en réalité augmentée par un ordinateur. Donc ça fait partie des choses qui sont potentiellement utiles, effectivement. Ouais. Mais voilà, alors, moi j'ai un biais, c'est que je suis président d'un institut des technologies créatives et donc je vois plus les applications créatives et c'est sur celles-là que je connais mieux. Mais il y en a d'autres. Ouais. Bon. Finalement, les vrais hologrammes, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Est-ce qu'on peut les travailler de manière interactive ou est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Donc les hologrammes de la physique, etc., oui, avec les interférences d'ondes. Ouais. Mais j'ai jamais vu ça en fait, très franchement. Si j'ai vu des hologrammes, bien sûr, hein, des vrais hologrammes, mais je n'en ai jamais vu utilisé pour l'art ou pour autre chose que une plaque sur laquelle on dit qu'est-ce que c'est joli, ou bien aussi l'hologramme de votre carte de crédit, quoi. Oui. Hein, c'est ça. Mais voilà, moi je ne connais pas d'autres applications, mais ça viendra peut-être. Mais c'est tellement compliqué comme technologie que voilà. Donc ici, tu as montré pas mal d'applications en événementiel. Puis on a vu des choses qui se développent avec les HoloLens et tout ce qui va avec. Est-ce que tu penses, selon toi, quelles sont les applications qui seront devenir tout à fait courantes, tellement banales que les gens vont même plus les faire attention à ça? Tu vois ce que je veux dire? Alors, ou bien ce sera toujours quelque chose d'exceptionnel? Non. Forcément, la réponse à cette question passe par la mise au point d'un appareil très grand public. Pour que ceci
pour que la réalité augmentée devienne vraiment routinière, il faut que ça soit attaché à un objet de la vie de tous les jours. Et Google a fait cet essai-là avec les Google Glass. Hein. C'était ça, en fait, l'idée. Vous portez des lunettes, et puis les lunettes vous renseignent sur des choses supplémentaires. Ça n'a pas marché, c'est un flop commercial. Mais j'ai vu, là, il n'y a pas longtemps, que Google revient, avec Intel d'ailleurs, sur des lunettes qui sont beaucoup plus banales. C'est-à-dire que quand vous voyez les nouvelles lunettes de Google, vous ne comprenez pas tout de suite que ce sont des lunettes de réalité augmentée. Elles n'ont d'ailleurs plus du tout l'ambition de ce qu'elles voulaient faire avant. Donc l'ambition d'avoir une interaction compliquée, où il fallait tripoter ses lunettes dans tous les sens. Enfin bon. Et donc dans les nouvelles lunettes Google, il y a juste en bas de votre champ de vision, et à une certaine distance de vous, des informations complémentaires qui viennent et qui sont connectées à votre smartphone, par exemple. Et qui vous disent, par exemple, bon, ben, voilà, que vous devez tourner à gauche, vous devez tourner à droite, etc. Ça permet simplement de ne plus... alors c'est une des applications, mais ça permet simplement de ne plus devoir regarder un écran de GPS pour savoir si on doit tourner à gauche ou à droite. De toute façon, vous l'avez dans les lunettes, quoi. Donc je pense que ça viendra. Ça viendra, forcément. Il y aura des applications routinières et grand public de la réalité augmentée qui passeront par des appareils qui seront probablement chers au début, mais dont le prix va vite tomber parce qu'ils seront vendus en masse. Voilà, c'est celle que je vois tout de suite là maintenant, quoi. Mais il en viendra probablement d'autres que je ne connais pas encore. Mais vous savez, ça, on en entend de plus en plus dire ça. Hein, les technologies vont de plus en plus vite. Et donc, l'horizon auquel on peut prédire l'arrivée des applications est de plus en plus restreint. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas ce qu'il y aura dans 5 ans, en fait. Et je n'aurais jamais pu prévoir il y a 5 ans qu'on en serait aujourd'hui où on en est en intelligence artificielle. Jamais. Donc, dans 5 ans, bonne question. On n'attendra pas 5 ans pour te réinviter Oui, en bien, projection ouais. réelle. Donc voilà. Merci infiniment pour cette conférence passionnante. Bonne soirée à toutes et à tous et faites de beaux rêves. À bientôt. Merci.